à tous. Merci pour l'invitation. Et donc, du coup, je vais vous faire présenter les activités qui sont menées à Clinatech dans le domaine des interfaceurs machines, même si Blaise a fait un teaser incroyable, avec en particulier la présentation en avant-première de l'implant Wimagine, et donc ça me permettra de rentrer un peu plus dans le détail pour vous présenter le travail qui a été fait au sein de Clinatech pour le développement de ce dispositif et les validations cliniques que nous avons réalisées depuis maintenant 7 ans que nous sommes en essai clinique. Donc, ces travaux sont réalisés au sein de Clinatech. Alors, Clinatech se trouve sur le site du CEA de Grenoble et ça avait été initié dans les années 2008 par le professeur Benabid et par Jean Terme. Et l'objectif était de développer des dispositifs médicaux innovants en profitant des technologies qui sont développées en particulier au sein du CEA dans le domaine de la microélectronique en particulier. Et on avait initié justement en tant que projet pilote de cette structure, le projet BCI, que je vais vous présenter. Donc Clinatech a la particularité d'associer dans un même lieu des laboratoires de développement de technologies, donc développement de dispositifs médicaux, avec des équipes d'ingénieurs dans différents domaines. Que ça va de l'électronique au traitement du signal, en passant par la robotique, le packaging, le développement logiciel. Donc on a des ingénieurs dans les différents domaines. Mais également, on a au sein de Clinatech des équipes de biologistes qui vont réaliser tout ce qui est tests et validation histologique, avec également une animalerie qui héberge rongeurs primates minipores pour pouvoir tester ces dispositifs médicaux avant, bien entendu, de démarrer des essais cliniques dans le secteur sujet-patient de Clinatech, avec en particulier une salle d'opération, un plateau d'imagerie, IRM, MEG, etc. Et donc cet environnement a été imaginé justement pour pouvoir réaliser des essais cliniques de preuve de concept, et c'est ce qu'on a fait. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est une BCI, puisque ce matin, je pense qu'on a eu des présentations très détaillées sur le sujet, mais par contre, la particularité de l'interface serveur-machine qui a été développée à Clinatech dès 2008, je rappelle, c'était l'initiative du professeur Benabid, c'était de partir sur le développement d'une interface serveur-machine chronique basée sur un dispositif implanté, donc le dispositif Wimagine qui mesure l'activité à la surface du cortex moteur. Donc, je l'avais mise, mais bon, je pense que c'était très bien expliqué précédemment. Donc, l'objectif était de placer les implants à la surface de la dure-mère et non pas on n'enlève pas la dure-mère. Donc ça, c'est un point important. Blaise l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a fait des tests sur un IMO avant pour savoir où placer la matrice d'électrode, et effectivement, on a pu voir que si on vient enlever la dure-mère, derrière, elle se reconstruit et voire même elle devient plus épaisse, donc on n'a pas du tout intérêt à l'enlever et donc à ne pas être en sous-dural mais en épidural avec ce type d'implant, bien entendu. Voilà. Donc, principe d'implantation du dispositif Wimagine, vous pouvez le voir ici. Donc, 64 électrodes, comme ça a été dit précédemment. L'idée, c'est que dans le principe d'implantation, on vient réaliser une craniotomie de 5 cm, et l'implant a été designé pour qu'on puisse remplacer le morceau d'os qui est enlevé. Et l'objectif est de placer l'implant au niveau du cortex moteur. Alors, ça dépend bien entendu de la zone qu'on souhaite adresser et de l'essai clinique qu'on souhaite réaliser. Mais globalement, dans le principe qui est ici, c'est au niveau du cortex moteur, et on peut avoir une implantation bilatérale pour adresser le cortex moteur droit et gauche en fonction du besoin. Typiquement, là, on a implanté récemment un patient où il n'y avait qu'un seul implant, parce qu'on voulait simplement contrôler le mouvement d'un seul bras chez un patient tétraplégique. Voilà, donc ça, c'est le principe de fonctionnement de l'implant. Dans l'implant, il y a de l'électronique, puisque c'est un dispositif qui est totalement implanté, donc pas de connecteur transcutané, qui va permettre de transférer les données de manière sans fil, communication sans fil, et également une autre antenne, c'est celle que vous voyez ici, la grande là, qui est là. Et cette antenne-là, elle permet de récupérer de l'énergie, parce qu'il n'y a pas de batterie dans l'implant, et donc on vient téléalimenter l'implant. C'est la raison pour laquelle les patients portent un casque. Tout à l'heure, vous avez vu une très vieille version que vous présentez Blaise, mais on est en train de travailler dessus pour avoir une version justement qui soit de type casquette, qui soit beaucoup plus transparente, on va dire, pour l'utilisateur et qui soit plus acceptable.
Donc l'implant Wimagine, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc voilà, c'est sa technologie, hein, vous voyez ici, de l'électronique en particulier, avec la conception de circuits intégrés qui ont été développés au CEA. Donc ça, c'est justement la force de pouvoir travailler proche d'équipes de concepteurs en microélectronique. Ces circuits intégrés permettent d'enregistrer l'activité cérébrale avec un très bon rapport signal sur bruit, 0,7 microvolts RMS, et ça fait partie d'un background. Alors je rappelle ça, c'est un peu d'histoire, mais de 2003 à 2006, Blaise avait lancé un projet qui s'appelait Neurocom, et qui avait pour objectif de mesurer l'activité de neurones. Et on avait développé à l'époque un premier ASIC d'enregistrement, et on a profité justement de ce savoir-faire pour arriver à développer ce deuxième circuit intégré qui a été imaginé pour cet implant. Voilà, on rappelle un peu d'historique. Et donc, du coup, les cartes électroniques qui ont été développées, mais également des antennes. Tout à l'heure, je disais, hein, les antennes, c'est quelque chose qui est complexe à développer, surtout en milieu implanté. C'est pas du tout le même comportement qu'une antenne classique. Et là, on a des équipes d'antennistes spécialisées dans le domaine, avec des chambres anéchoïdes, etc., qui nous permettent de pouvoir faire l'ensemble de ces développements. Et bien entendu, tout ça doit être packagé dans un packaging hermétique, biocompatible. Et donc, c'est ce qui a été développé et ce qui a même été testé d'abord en préclinique, comme je vous montrerai tout à l'heure. Donc, voilà, c'est typiquement ici. Donc, ça veut dire qu'on a testé cet implant qui a été développé donc, sur deux modèles, modèle primate, pour valider en particulier la capacité d'enregistrement. Donc c'était l'implant plutôt en externe avec connecteur trancané et matrice d'électrodes. Et également, ça nous permettait d'avoir des premières données pour tester nos algorithmes. Deuxième modèle animal sur lequel ça a été testé, c'est sur la brebis, qui avait une taille de crâne suffisamment grande pour pouvoir accepter la taille de l'implant qui était designé pour un crâne humain. Et donc, on a pu faire des tests sur plusieurs mois, sur une dizaine de mois, sur deux brebis, qui ont été des données préliminaires essentielles pour pouvoir démarrer les essais cliniques. Deuxième point important, c'est que quand on parle de dispositifs implantés et implantés chez l'homme, c'est-à-dire qu'il faut passer, et il y a un gros travail de qualification selon des normes. Donc on respecte les contraintes et la norme de la MDR, la 2017-745, avec un certain nombre de normes qui sont adressées. Alors ici j'ai mis les plus importantes, des normes en termes de sécurité mécanique, électrique, que ce soit pour les parties implantées, mais également les parties externes, on ne se rend pas compte, mais la partie externe de l'implant, donc tout l'électronique externe, c'est un énorme boulot aussi. Et également tout ce qui est normes de biocompatibilité qu'on peut voir là, et aussi tout ce qui est logiciel, parce qu'il y a des normes dédiées pour les développements de logiciels. Pareil, en parallèle de ça, il faut qu'on ait, et que le développement du DM et la fabrication du DM soient faites selon des normes et des standards, et en particulier le standard ISO 13485. Et pour ça, on s'appuie sur des réseaux de sous-traitants qui font ça, avec pour garantir que chaque implant qui est fabriqué sur la chaîne de fabrication est identique et conforme. Et donc, on a un suivi, traçabilité sur tous les implants qui sont suivis. Les implants, on appelle ça clinique. Alors ça, c'est une slide. Ça paraît simple. C'est 4 ans de boulot donc d'une équipe avec zéro publi à la clé pendant 4 ans, parce qu'on voit bien que ça, c'est pas ça qui est valorisable d'un point de vue scientifique. Et ça coûte très cher. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est une marche importante nécessaire pour pouvoir aller après en essai clinique avec ce développement de dispositif implantable. Donc, juste une synthèse sur ce que c'est le développement d'un DM implantable de type classe 3 comme celui-là. C'est adresser le besoin médical, s'assurer de tout ce qui est sécurité et opérabilité clinique. Bien entendu, adresser les performances techniques qu'on souhaite, donc les 64 voies, le transfert des données, etc. Respecter l'ensemble des contraintes normatives et assurer un process de fabrication selon les standards en vigueur. Et ça nous a permis de pouvoir aller vers un essai clinique, un premier essai clinique. En parallèle de ça, en fait, on a travaillé sur le développement d'algorithmes, on en a parlé aussi largement dans les sessions précédentes, d'algorithmes de décodage de l'activité cérébrale basés principalement sur des méthodes de machine learning, avec l'objectif de pouvoir décoder un grand nombre de degrés de liberté, que le décodage soit fait en temps réel et que la création
création des modèles soit faite de manière adaptative en temps réel, puisqu'on ne va pas faire des heures d'enregistrement de données avec des patients pour créer un modèle. Donc ça doit se réaliser en quelques minutes pour certains modèles simples, voire dizaines de minutes. Et également qu'on ait des modèles les plus stables et les plus robustes dans le temps. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Voilà, donc on a à peu près 25 brevets sur cette technologie. Donc, premier essai clinique qu'on a lancé, donc c'était en 2017, à l'initiative du professeur Benabid. Aujourd'hui, c'est Stéphane Chabardès, le PI de cet essai clinique, avec l'objectif de faire la démonstration que cette technologie d'interface sans machine permet de contrôler un grand nombre de degrés de liberté. L'effecteur qui avait été choisi à l'époque est cet exosquelette. En tant que démonstration et montrer qu'un patient tétraplégique est capable de contrôler le mouvement de ses bras, donc membre supérieur, bras droit, bras gauche, et mouvement et activation d'un cycle de marche pour ce patient tétraplégique. Donc, principe est le suivant, le patient est installé dans l'exosquelette, comme on peut voir ici. Il va imaginer réaliser des tâches motrices, donc on est vraiment en tâche mentale d'imagination motrice. Il pense à, par exemple, lever le bras droit. On va enregistrer l'activité cérébrale grâce au dispositif Imagine qu'on peut voir ici. Les données sont transférées de manière sans fil, enregistrées grâce à un petit casque, une antenne qui n'est pas très loin, je vous ai expliqué, pour téléalimenter les implants et récupérer les données. Et ensuite, grâce aux algorithmes, on est capable d'enregistrer, de décoder l'activité en temps réel pour activer le mouvement du bras ou des jambes. Voilà, donc pour ça, en fait, on a donc implanté ce patient avec d'abord une phase de localisation, donc précise des implants, pour pouvoir adresser et mesurer l'activité au niveau du cortex moteur. Donc on a utilisé de l'IRM fonctionnel, de la MEG. On combine l'ensemble de ces images pour pouvoir identifier le point d'implantation le plus précis possible, et ce qui nous a permis de réaliser la chirurgie, comme on peut voir là, avec l'implantation des deux dispositifs, on imagine, comme vous voyez sur les images radio en bas. Voilà, donc ça c'est le principe de l'implantation, et donc on avait montré en 2019 ces premiers résultats d'utilisation de la techno Imagine, avec en particulier le contrôle du mouvement du bras droit et du bras gauche dans une même session, donc avec le même modèle de décodage pour un patient, contrôle du bras pour adresser dans un environnement 3 dimensions, pour adresser différentes cibles comme on peut voir ici. Et on parle de 8 dimensions de contrôle, puisqu'il y a également la pronosupination, donc 3D du bras droit, 3D du bras gauche, et la pronosupination. Donc c'était pour faire la démonstration de la capacité de cette interface en machine à contrôler un grand nombre de degrés de liberté. De la même manière, on avait montré, mais c'est beaucoup plus simple, le contrôle de la marche sur cet exosquelette. Alors, un résultat intéressant qu'on peut noter, c'est que cet essai clinique a démarré il y a plus de 6 ans. Et aujourd'hui, on a un recul avec ce patient d'enregistrement avec ses implants Imagine pendant plus de maintenant 6 ans, avec une très bonne stabilité du signal. On voit une très légère baisse du signal, mais globalement, on a un très très bon signal qui nous permet de réaliser toujours des expérimentations de type BCI avec ce patient 6 ans après. Donc les derniers enregistrements qu'on a pu faire, parce qu'on a un suivi maintenant plus léger avec ce patient-là, c'était en décembre dernier. Donc les implants fonctionnent toujours très bien et on en est très content. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et deuxième point qui était important pour nous, c'était de montrer le fait qu'on pouvait avoir des décodeurs qui soient stables dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de mettre à jour le décodeur tous les jours. On en a parlé également précédemment dans les 2 sessions de présentation. Et donc, du coup, ici, on a une publication de 2022 qui montre que sur un modèle le fameux modèle 8D, donc contrôle des 2 bras, donc là, ici, ça a été fait sur le patient est contrôlé d'avatar, on avait un modèle stable pendant plus de 6 mois sans recalibration, avec approximativement les mêmes types de performances sur le décodage. Donc ça aussi, c'est un point très encourageant qui montre que grâce à des signaux qui sont très, très stables à mesurer avec Imagine, et des algorithmes qui ont été pensés pour justement avoir des modèles stables dans le temps, on pouvait atteindre cet objectif-là. Et l'objectif, effectivement, comme le disait Blaise, c'était d'avoir la possibilité de donner aux patients la possibilité d'utiliser une interface en machine sur du chronique, sur du long terme, avec un minimum de contraintes.
À partir de ces résultats, on a initié une collaboration avec les équipes de Grégoire Courtine et de Justin Bloch, donc au sein de l'EPFL et du CHU de Lausanne, pour cette fois-ci développer une neuroprothèse de restauration de la marche chez des patients paraplégiques. Et donc l'idée, c'était en 2019, les équipes de Grégoire Courtine et Justin Bloch venaient de sortir les premiers résultats autour de l'utilisation de leur stimulateur qui est placé au niveau de la moelle épinière. Et nous, on venait de sortir nos premiers résultats sur l'utilisation de notre techno Imagine. Donc l'idée, c'est d'associer nos deux technologies pour développer cette neuroprothèse. Donc en mai dernier, on a sorti nos premiers résultats avec ce premier patient, il s'appelle Gersian. Il est capable, donc, grâce à cette interface cerveau-moelle épinière, de remarcher. Alors c'est un patient qui a une section de sa moelle épinière incomplète. Ce qui permettait d'avoir des mouvements résiduels. Et c'est grâce à cette technologie-là l'idée, c'était de lui proposer de pouvoir contrôler directement l'activation du mouvement des jambes qui est utilisant le stimulateur. Alors, le principe est le même que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On utilise les deux dispositifs WIMAGINE qui sont placés d'ailleurs le plus proche de la zone interhémisphérique pour capter l'activité des jambes. Ça, c'était le point le plus important, plutôt les hanches. Ensuite, après, on utilise les algorithmes qui ont été développés par le CEA, donc dans cette technologie, et on utilise le stimulateur développé par le PFL et le CHU de Lausanne, donc avec l'objectif de passer, il y a une matrice d'électrodes en épidurale qui est placée au niveau de la moelle épinière, comme on peut voir ici. Voilà, donc ça c'est le principe. Et de la même manière, donc on a réalisé la chirurgie avec un protocole préopératoire, alors en n'utilisant que la MEG. Je vous expliquerai pourquoi. Donc pour pouvoir localiser les dispositifs, la zone précise des dispositifs Imagine et l'implantation des dispositifs Imagine. Alors pourquoi que la MEG? Parce que ce patient, il était préalablement implanté avec ce fameux stimulateur placé au niveau de sa moelle épinière 3 ans auparavant. Donc en fait, on a dans cet essai clinique, l'objectif était de pouvoir proposer à des patients déjà implantés, qui ont déjà fait des entraînements avec le stimulateur seul. Donc la commande du stimulateur était faite de manière externe ou par des quelques capteurs de mouvement, mais ce n'était pas une commande idéale, d'ajouter la commande cérébrale pour ce patient-là. Et c'est la raison pour laquelle on disait que la MEG, puisqu'on ne peut pas faire d'IRM fonctionnel. L'implant de stimulation n'était pas IRM compatible. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et donc du coup, le patient a été implanté. Et 2 jours après, on a pu faire les premiers enregistrements avec le dispositif WIMAGINE et même les premiers modèles, puisque je me souviens très bien, ça vous avait bien marqué, à peine en 10 minutes, on a pu créer un modèle de décodage, jambe droite, jambe gauche, qui était capable de contrôler le mouvement d'un avatar sur un petit écran d'ordinateur. Donc ça, c'était pour nous un point très important. Ça montre que le système est très facile d'utilisation. Le patient, là, il y avait encore son pansement et on lui a posé le casque et on a pu faire ses premiers modèles de décodage à peine 2 jours après la chirurgie. Et quelques semaines plus tard, on a connecté les deux systèmes ensemble et c'est là que ça a permis de pouvoir, au patient, de pouvoir avoir un contrôle, on a dit un contrôle naturel de la marche, c'est-à-dire qu'il pense simplement à lever la hanche droite, lever la hanche gauche et ça permet d'activer la stimulation qu'on peut voir là, la stimulation qui est appliquée au niveau de la moelle épinière. Ici, en fait, ce qu'on voit, c'est une représentation du modèle de décodage. Le modèle de décodage, jambe droite, jambe gauche et idle, repos. Et donc le patient, il réalise ses tâches mentales. Je pense il lève sa hanche droite, sa hanche gauche et le mode repos et il alterne entre les différentes positions. Voilà, donc ça c'est le principe. On peut voir ici sur cette vidéo, donc déjà, le patient est en extérieur, l'ensemble fonctionne sur batterie. Bon, ici c'est dans un petit sac à dos, on peut le mettre aussi directement sur le déambulateur. Et on vient ici, vous voyez ici les probabilités de décodage, jambe droite, jambe gauche et repos. Et à chaque probabilité de décodage, on associe une stimulation donnée et également ce
qu'on peut voir, c'est que le patient peut contrôler en amplitude le mouvement donc, de ses jambes, puisqu'il va contrôler l'amplitude de la stimulation. C'est-à-dire qu'on vient faire, non pas, c'est pas un décodage binaire, on contrôle l'amplitude du mouvement. On le voit ici d'ailleurs, hein, les différentes alternances, ce qui permet par exemple au patient de laisser, s'il souhaite, la jambe droite ou gauche. Et dans une petite vidéo tout à l'heure, on va voir qu'il explique et comment il réalise l'utilisation de son BSI. Alors, grâce à ça, ça lui permet, par exemple, des premiers tests ici, de pouvoir monter des marches d'escalier. Alors, bien entendu, toujours un peu besoin d'aide. Il est obligé de s'aider avec des rampes, mais c'est la première fois qu'il pouvait, par exemple, franchir des marches d'escalier, parce qu'il pouvait contrôler justement la hauteur de ses jambes, et donc de la stimulation pour activer le mouvement de ses jambes. Et en parallèle, il a gagné en confiance et on peut voir ici que pour la première fois, il utilise des béquilles. Hein, c'est beaucoup plus compliqué hein, qu'un déambulateur. Donc là, le système fonctionne, hein, stimulation donc, et activation du WIMAGINE. Quand on arrête ici, BSI off, la stimulation, et donc on voit que le patient s'arrête, et vers même, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à tenter, il pense réaliser des tâches, il va réaliser des tâches, souhaite lever la jambe droite, jambe gauche, puis après il voit que ça ne marche pas, donc il arrête de réaliser ses tâches mentales, et quand on va réactiver le système, BSI on à ce moment-là, donc il va à nouveau recommencer à réaliser ses tâches mentales, de mouvement de la jambe droite et gauche, et ce qui permet de pouvoir réactiver le système. Voilà, donc c'est un exemple de fonctionnement. Donc, ce que je vous disais, ici, c'est une petite vidéo qui est intéressante, parce que pendant une minute, il explique comment il va utiliser son interface cerveau-moelle épinière. Donc, je vous laisse écouter. Start the stim with my brain. I can talk while doing it, and if I want, I can also maintain the stimulation while talking. I'm maintaining now. So this feels more natural. I can control the step length. I can stop here. I can make it bigger. It's freedom, which I didn't have with the foot sensor before. I can stop right now, and I can continue whenever I want. Voilà, donc ça vous montre que non seulement il peut contrôler le système, mais également il parle pendant qu'il contrôle le système. C'est-à-dire que souvent j'ai la question en termes de charge mentale, est-ce qu'il fait que ça et il pense qu'à lever la jambe droite, jambe gauche? Et bien que là, il est capable de pouvoir contrôler le système et en même temps réaliser d'autres tâches cognitives, comme par exemple parler. Voilà, donc c'était un peu un point pour moi qui me semblait important en termes d'usage. D'un point de vue décodage, juste un petit focus sur ce sujet-là. Donc, en fait, on utilise des méthodes de machine learning supervisées aujourd'hui. Donc, l'objectif était justement décoder un grand nombre de dérivés. Tout à l'heure, vous avez vu les exemples de contrôle de l'exosquelette. Alors, pour la partie marche, c'est beaucoup plus simple, même si je vous montrerai juste après qu'on a pu montrer et créer des modèles beaucoup plus complexes avec ce patient Gersian que vous venez de voir. L'objectif initial, c'était de réaliser un décodage en temps réel avec une latence la plus faible possible. Donc on a beaucoup travaillé avec les équipes de l'EPFL pour que la latence globale du système soit en dessous de la seconde. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue décodage, nous, il faut qu'on soit en dessous des 400-500 millisecondes. C'est aussi la latence de la partie stimulation. Donc ça, c'était vraiment tout un travail d'optimisation à tous les niveaux pour pouvoir arriver à réaliser ce décodage en temps réel avec une latence la plus faible possible. Et donc du coup, d'un point de vue création de modèles, le deuxième objectif était de pouvoir créer des modèles le plus rapidement possible avec
minimum de données. Tout à l'heure, je vous disais, patient, en l'espace de 10 minutes, on a pu créer un modèle jambe droite, jambe gauche, et même c'était la première fois qu'on le faisait. Quand on fait des mises à jour, c'est même très rapide, hein, c'est quelques minutes. Voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir utiliser des modèles, donc un apprentissage adaptatif des modèles, et que pendant la création de modèles, en fait, le patient il voit directement le résultat. Donc il peut aussi adapter tout simplement, il peut adapter sa tâche mentale s'il voit que le modèle n'est pas forcément performant. Alors, il y a des travaux qui sont dans la littérature, on montre, ils appellent ça la co-adaptation entre l'apprentissage modèle et l'apprentissage patient. Et donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur cette stratégie-là. Donc, de notre côté, en fait, ce qu'on a proposé, c'est que on donne des tâches aux patients, hein, lève ta jambe droite, ta jambe gauche. À ce moment-là, donc, il y a le modèle qui s'update. On a un update du modèle toutes les 15 secondes. Et par contre, on a un modèle existant donc, qui est utilisé. Et là, par contre, des prédictions du modèle, c'est toutes les 100 millisecondes. Donc, on a des prédictions toutes les 100 millisecondes. Et ce qui nous permet, qui permet aux patients de voir les résultats en temps réel du décodage. Et si on s'aperçoit qu'à la fin, la prédiction est bonne hein, par rapport à la consigne, à ce moment-là, on peut fixer le modèle. Et le patient peut utiliser le modèle quand il souhaite, comme il souhaite. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, là, le patient il utilise un modèle figé. Voilà. Donc ça, c'est un point important. D'un point de vue décodage, on a pu montrer avec ce patient, Gersian, hein, qu'on était capable de contrôler 6 articulations. Donc, était capable de contrôler par BCI, hanche, genou, cheville, donc les 2 jambes, plus le mode idle, donc ça fait 7 dimensions contrôlées. Et ce modèle-là, on a pu montrer, alors même si on voit un petit peu de dégradation, mais il y a quand même le contrôle qui est fait, qu'il était assez stable pendant à peu près 2 mois. Donc ça aussi, c'était un point important, parce que qu'on montre que même sur un modèle complexe hein, de décodage, hanche, genou, cheville, on n'était même pas du tout sûr hein, pour le contrôle de la cheville, sachant que les implants sont sont pas du tout placés au bon endroit, on va dire, par rapport à la zone donc au niveau du cerveau qui correspond aux chevilles en particulier. Donc ça, c'était un point important, c'est qu'on arrive à montrer qu'on était quand même capable de décoder des signaux à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'était une des démonstrations qu'on a pu faire. Et aujourd'hui, où on en est, hein, ce patient, il est rentré chez lui, c'est-à-dire qu'il a fait 6 mois d'entraînement intensif hein, chez lui, au CHU. Là, il est rentré chez lui, il est aux Pays-Bas. On lui a installé le système, comme on peut voir là. Donc pour l'instant, c'est tout sur un petit déambulateur avec un ordinateur, parce que le décodage est fait sur un ordinateur. Et il y a toute l'électronique qui est derrière. Et le patient il peut utiliser aujourd'hui le système de manière autonome. Ça, c'est important. Il n'y a pas 10 équipes de chercheurs derrière qui sont en train d'appuyer sur tous les systèmes de monitoring. Donc là, le patient, on a développé un petit logiciel très simple. Il lance son système et il peut l'utiliser. Et il fait ça chez lui. Donc en fonction de ses activités. Alors je me souviens très bien quand les journalistes, quand on a fait les conférences de presse, quand on a sorti le Nature, là ensuite les journalistes ont demandé mais qu'est-ce que vous faites aux patients? Et il disait pas plus tard que la semaine dernière, comme il venait d'emménager, j'ai repeint les murs de ma maison et du coup je me suis mis debout et avec mon système et il repeignait les murs de sa maison avec son système. Voilà, donner un exemple de de ce qu'il faisait avec le système. Alors il utilise 1 à 2 heures par jour. Hein, il utilise aussi énormément son fauteuil roulant. Il ne faut pas croire que ce n'est pas miraculeux, hein, mais ça lui permet de pouvoir réaliser ce genre d'activité. Voilà. Un autre point important qu'on a pu montrer dans la publi en mai dernier, c'est en fait une observation qu'on a pu faire en termes de récupération neurologique chez ce patient-là. Alors, pour que vous compreniez, en fait, l'idée, c'est que là, il y a une vidéo que je vais lancer et qui montre le parcours du patient donc sur les différentes étapes. Et comme je vous disais, ce patient-là, il avait été implanté 3 ans avant la chirurgie des implants Wimagine. Et pendant ces 3 ans, en fait, le patient, tout au début, le patient, il s'est entraîné déjà rien qu'avec la stimulation seule, et ils avaient déjà observé une récupération, mais qui, à un moment donné, est arrivée sur un plateau. Vous voyez ici, là, il y a un plateau dans la récupération. Là, ici, c'est un test en fait de distance parcourue sur 6 minutes. Et donc, pendant les premiers mois, il avait progressé, et après, il était à un plateau. Donc là, en fait, on voit le patient avant implantation du système de stimulation
Et donc, c'est un patient incomplet. Hein. Il a des mouvements résiduels hein, au niveau des jambes, comme on peut voir là. Il a une assistance à 35%. Et après déjà 6 mois d'entraînement uniquement avec le stimulateur, et là, c'est stimulation off, hein, ce qui est important de voir, hein, il avait déjà progressé. Donc là, il est maintenu avec des orthèses, on peut voir ici, et il se fatiguait très facilement. Et après, il s'est entraîné, il a continué à s'entraîner pendant plus de 3 ans. Là, on voit ici, mais il est arrivé sur un plateau, il ne progressait pas. On a implanté le dispositif Imagine, et là, vous voyez ici que le patient il a considérablement récupéré hein, sur ses scores ASIAN en particulier. Et ça, c'est pareil, c'est sans le système. Donc tout est off là, pas de stimulation et pas de système Imagine. Donc c'est un point très important, c'est que là, il a fait 6 mois d'entraînement intensif avec le système Imagine. Et donc là, c'est les équipes de l'EPFL qui ont observé ça, c'est qu'ils pensent que le fait de synchroniser l'activité cérébrale au mouvement, ça permettrait peut-être d'accélérer ou de favoriser une récupération au niveau de la lésion. Bien entendu, ça reste encore à démontrer sur d'autres patients, mais aujourd'hui, voilà, ça a pu être observé avec ce patient-là, et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir ça. Moi, j'y allais souvent pour voir le patient sur place, et on voyait progresser de mois en mois en termes de, comme on peut voir ici sur les vidéos. Voilà, donc ça c'était sur ce sujet-là. Ce que je vous propose, c'est une petite vidéo de 2 minutes qui vous donne un petit témoignage en fait, de ce patient-là, justement pendant cette phase, dans sa phase d'entraînement. Happened after 2 days. Within 5 to 10 minutes, I could control my hips. The brain implant picked up what I was doing with my hips, so that was like the best outcome for everyone. The difference between STIMO and the BSI is with STIMO, I make a small movement to trigger an intent. With BSI, I think about the movement, so I can maintain my leg in the air. I can make turns with it, it's much easier. The big difference is that my brain controls the stimulation. BSI cancer was a long journey, but at the end, I gained 25% in like almost all the tests. And I think from this point, I can really build functional things from it. So just an example, I'm training 10 years to stand up with a friend having a beer. And that's something I think people don't realize. I would always say that it's the best opportunity you can get if you're having like a spinal cord injury, and if I would meet somebody that really is motivated, I would say go for it. Voilà. Donc, juste, je voulais conclure pour vous donner un petit panorama en fait des challenges qu'on a adressés en partie, mais que aussi les futurs challenges dans une interface sur machine, donc avec déjà des challenges au niveau de la partie enregistrement de l'activité cérébrale. On en a pas mal parlé tout à l'heure, avec en particulier la nécessité de pouvoir avoir un enregistrement avec une grande résolution, de pouvoir avoir un enregistrement stable, chronique et bien entendu sécurisé. Donc ça, c'est un point important. On a adressé une partie de ces challenges, mais je pense que la recherche avance. Il y a d'autres dispositifs qui vont être arrivés, d'autres équipes de recherche qui travaillent dessus, et ça, c'est très bien. Deuxième sujet, c'est surtout ce qui concerne le décodage de l'activité cérébrale, donc en particulier le décodage d'un grand nombre de degrés de liberté, le décodage en temps réel, de manière asynchrone, de manière stable sur plusieurs mois, avec des modèles adaptatifs. On parle également de tout ce qui est problématique de décodage non supervisé, donc pour faciliter et limiter, bien entendu, la nécessité de réentraîner des modèles. Donc ça, c'est également des challenges qui sont très importants à adresser dans le futur. Et enfin,
un autre challenge, c'est l'utilisation de ces dispositifs à la maison. Aujourd'hui, on est plus sur des systèmes qui sont utilisés en environnement de recherche. Et l'objectif, c'est de pouvoir transférer ces technologies et que les patients puissent utiliser à la maison de manière simple, sans assistance. Ça, c'est très important. Qu'il y ait le minimum on disait tout à l'heure, hein, de réentraînement de modèles, par exemple. Et donc ça, c'est aussi avec des modèles et de la partie auto-adaptative qui doit se faire, et la facilité. Et également le côté transparent, c'est-à-dire que ça soit accepté, que les patients puissent utiliser le système sans qu'il soit remarqué et que ce soit le plus simple possible. Donc, on a démarré des programmes européens. C'était maintenant il y a 1 an et demi. On a 2 programmes européens en cours. L'un qui va nous permettre de développer, en particulier de miniaturiser la technologie. Tout à l'heure, vous avez vu, on a tout mis sur un déambulateur avec encore un ordinateur, etc. Donc c'est encore un peu gros. Donc l'objectif, c'est de tout avoir et de pouvoir passer les algorithmes qui ont été développés directement, les embarquer sur une puce électronique. Donc là, on travaille les équipes du CEA qui sont spécialisées dans le développement de circuits intégrés, de décodage et d'IA. Donc là, on est en train de travailler là-dessus dans ce programme européen. Et en parallèle, on retravaille sur l'extension d'applications. Donc là, vous avez vu un exemple avec le contrôle de la marche, mais également pour utiliser, l'objectif est d'utiliser un système de stimulation au niveau des vertèbres cervicales pour permettre le contrôle, par exemple, du membre supérieur chez les patients tétraplégiques, par exemple. Donc là, en l'occurrence, dans le cas de ce projet européen, on a 2 essais cliniques qui doivent être, un qui n'a pas encore démarré, l'autre qui a déjà démarré, c'était en août dernier, avec un premier patient tétraplégique qui a été implanté avec un système de stimulation au niveau des vertèbres cervicales et le système WIMAGINE. Donc le patient est en cours d'entraînement aujourd'hui et j'espère vous présenter les résultats d'ici quelques mois dans cette phase-là. Voilà, donc et pareil, un autre essai clinique, cette fois-ci, avec des patients où on va implanter les 2 systèmes, hein, la stimulation et le système WIMAGINE, sur une seule implantation, dans le même timing, contrairement à celui que je vous ai présenté précédemment. Voilà, donc ça, c'est les programmes qui sont en cours, mais plus largement, on voit que cette technologie, mais on a abordé le sujet largement ce matin, peut être utilisée aussi pour d'autres applications. Donc, par exemple, le contrôle de systèmes de stimulation des muscles, hein, pour les activités de préhension. On pense par exemple à proposer ces solutions-là pour des patients ayant eu des AVC, mais ça Blaise l'a présenté, c'est tout ce qui est utilisation de ces technologies pour la communication. Et je ne vais pas refaire la présentation de Blaise. Voilà, je vous remercie et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est que le positionnement est à la fois sur le cortex moteur et sensitif. Et du coup, je m'interroge, est-ce que vous savez dans quelle mesure le cortex sensitif est important pour la récupération de la marche? Est-ce que vous avez essayé de séparer les plots qui sont sensibles au moteur des plots qui sont sensibles au sensitif? Alors, on ne l'a pas vu comme ça. En fait, ce qu'on a pu observer, alors si on parle du patient Gersian, donc, qui s'entraîne sur la marche, là, c'est assez bien décrit dans la publication dans Nature, où on voit déjà une évolution de l'activité cérébrale dans le temps. Donc il y a une plasticité qui s'opère sur justement les électrodes. Donc ça, on a pu le voir. On n'a pas cherché forcément à séparer sensitif et moteur. C'est des choses qui peuvent être regardées. On le regarde là aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qui est utilisation de systèmes de stimulation neuromusculaire, donc la FES, où on voit très bien qu'il y a une réponse au niveau du cortex sensitif qui est assez intéressante. Et donc c'est des sujets qu'on regarde en ce moment. Bonjour et merci pour cette présentation très enthousiasmante. Moi, j'avais une question plus liée donc à la récupération que vous avez démontrée, la récupération motrice, qui est assez impressionnante.
Je me demandais si, en parallèle de cette récupération vraiment purement motrice constatée lors du déplacement du patient, on avait une récupération morphologique à force de stimuler. Est-ce que donc l'atrophie qui est présente chez ces patients dans le tractus cortico-spinal notamment, du cerveau jusqu'à la moelle, est-ce que on voit une augmentation du volume des cordons ou je sais pas, de la capsule interne ou du cortex moteur suite à la stimulation pour imaginer peut-être un jour pouvoir se passer de la stimulation parce qu'on a suffisamment fait progresser les circuits internes, je sais pas. Alors le problème, c'est que pour ça, il faudrait de l'imagerie. Ouais. Et donc du coup, comme je disais, les dispositifs ne sont pas compatibles IRM. Donc en fait aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas d'imagerie, on va dire, au niveau de la moelle pour ce patient-là. C'est aussi le problème, on va dire. On a plein de questions scientifiques, mais effectivement, on n'a pas la réponse là parce qu'on n'a pas forcément les images associées. Voilà, par exemple pour ce patient-là. Merci beaucoup pour votre présentation. Pour prolonger un peu la question précédente, le muscle également s'atrophie quand on ne l'utilise pas. Du coup, vous attendez une récupération qui va s'améliorer avec le temps chez ce patient? Est-ce qu'il a un entraînement spécifique, même s'il est à la maison maintenant? Est-ce que finalement, il va y avoir du bénéfice à continuer à utiliser? Alors ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que effectivement, la problématique chez les patients tétraplégiques, c'est qu'il y a une fonte musculaire. Et donc, l'entraînement est très important. C'est-à-dire que déjà, pour ce patient-là, vous avez pu voir, il a été implanté donc 3 ans avant la chirurgie des implants Wimagine. Donc, il a déjà eu 6 mois d'entraînement avec le stimulateur qui a permis aussi de regagner beaucoup en masse musculaire. Et il avait, quand je dis entraînement intensif, c'est matin, après-midi, tous les jours de la semaine. C'est vraiment des sessions de 3-4 heures. Donc, c'est vraiment des entraînements assez intensifs qu'il fait. Et ce qui lui a permis effectivement. Donc après, il y a toujours la question, c'est est-ce que c'est le système de stimulation, par exemple, qui lui permet de récupérer, ou est-ce que c'est l'entraînement intensif? Ça, on peut toujours se poser cette question-là. Pour y répondre, c'est ce qu'on avait pu voir. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est que il y a quand même le fait que là, effectivement, il a récupéré. Bon, on peut reprendre cette courbe-là, mais ça se voit sur d'autres coupes. Il a récupéré pendant les 6 mois d'entraînement intensif. Puis après, il a continué à s'entraîner. Chez lui, il a tout un environnement pour continuer à travailler, à s'entraîner, à marcher. Voilà, il a un certain nombre de matériel pour s'entraîner chez lui. Il va très régulièrement aussi aux Pays-Bas. Il est à côté d'un centre de rééduc. Donc il va très régulièrement aussi, mais on voyait que là, en fait, il a arrêté la progression. C'est-à-dire probablement ici, il y avait une récupération aussi de la perte des masses musculaires. Puis après, la stimulation a dû améliorer un peu les choses. Puis après, là, il est arrivé sur un plateau de récupération pendant plus de 3 ans. Il n'avait pas progressé. Voilà, donc c'est ça qui nous a fait penser que le fait de rajouter le dispositif Wimagine, donc le fait de synchroniser l'activité cérébrale au mouvement, ça lui a permis de pouvoir gagner en récupération par le fait de synchroniser le mouvement à l'activité cérébrale. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Il a... Oui, en dessous. Là. Pour ce patient-là, en fait, il a une lésion en C6, donc c'est assez haut. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un patient tétra. On voit sur certaines vidéos au niveau des mains, il a pas mal récupéré. Et donc, c'est plutôt au niveau des jambes qu'il a le plus de difficultés, mais la matrice est forcément en dessous de la lésion. C'est pour ça qu'on parle de pont entre le cerveau et la moelle épinière, c'est-à-dire qu'on bypasse la lésion. Ouais, je me posais des questions sur la chirurgie. Ouais. Je vois que les trous circulaires ont l'air très très précis. Ça se fait comment? C'est un appareil type scie-cloche, quelque chose qui tourne? C'est exactement ça. Ça s'appelle une tréfine. Ça fait plus scie-cloche. Mon électricien, il se débrouille bien. Oui, c'est la même chose. Hein. Mais c'est la même chose. Et effectivement, c'est une tréfine qui permet de réaliser le tour, enlever le morceau d'os. Donc c'est assez rapide en chirurgie. La dernière chirurgie, un implant, parce qu'on fait tous les tests, on prend notre temps, c'est 1h30, c'est assez rapide.
Et après, vous gardez les petits morceaux de crâne dans Alors, les cas où on veut reboucher. Ouais, on peut. Après, si ça peut marcher, je crois, quand on le garde pas très longtemps. Après, sinon, le volet osseux, il se referme avec des rondelles acryliques, ou voire même les implants Imagine. En fait, les patients, ils peuvent garder l'implant. C'est-à-dire que si ils sortent de l'essai clinique, ils sont pas forcément obligés de l'utiliser, hein, l'implant. L'implant peut servir en fait de volet osseux en fait. Oui, mais Il c'est est sûr. prévu pour être utilisé sur du long terme. C'est sûrement prévu qu'un jour ou l'autre, on pourrait avoir envie de l'enlever, non? Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a montré également, d'abord sur Animaux, qu'on peut retirer facilement les implants sans avoir d'adhésion de l'implant sur la dure mère. Ça, c'est un point très important, hein, c'est-à-dire que c'est la capacité de pouvoir... D'ailleurs, c'est les autorités lauréates ça. Si on veut enlever l'implant, est-ce que ça ne peut pas créer des dommages? Donc ça, c'est très important de regarder ça. On l'a montré sur Animaux. Et on remet les morceaux. On peut remettre, en général, ils remettent une rondelle acrylique qui est prévue pour ça. En fait, dans toutes les chirurgies, souvent, la chirurgie de reconstruction de l'os, etc., c'est ce genre de choses qui sont utilisées. Donc ça, c'est assez classique en fait. Ok, merci. Oui, j'avais aussi des questions sur le poids de l'implant, sur sa consommation électrique. Parce qu'il y a l'exemple des implants rétiniens, par exemple, où là, il y a des fortes accélérations dues au mouvement oculaire. Et ils ont trouvé des solutions. Alors, je pense que c'est la légèreté, principalement, qui doit faire ça. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez comparer un peu ce type d'implant par rapport aux autres? Bon, alors déjà, le poids, l'implant Imagine, c'est peut-être 50 grammes, 45 grammes. Donc, c'est pas significatif en termes de poids. Hein, c'est pas énorme. En termes de consommation, on est à peu près à 100 milliwatts utiles à 3 volts 3, donc ça donne un ordre de grandeur. Comme c'est un implant qui est téléalimenté, il n'y a pas de batterie à l'intérieur, il y a la problématique de rendement de la téléalimentation, on est sur des rendements à peu près de 30-40% à peu près. Donc on est grosso modo à 300 milliwatts injectés. Donc ce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, hein, l'une des grandes problématiques sur ce type d'implant, qui n'est pas que la nôtre, hein, c'est tous les implants, même Neuralink a eu ces problèmes-là quand on a discuté avec eux, c'est la problématique d'échauffement, puisque quand on vient amener de l'énergie, il faut pouvoir la dissiper, et dans le milieu implanté, la convection de l'air, on ne l'a pas, donc c'est plutôt au niveau du sang, les tissus. Donc il faut gérer cette partie-là. Donc ça, c'est la problématique de l'échauffement est très importante et ça fait partie de l'un des points de sécurité les plus importants. La norme 45502 que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un des points cruciaux sur cette partie-là. Donc oui, là, c'est sur les implants d'enregistrement, c'est des implants qui consomment beaucoup plus que par exemple un neurostimulateur on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur en fait de puissance pour un neurostimulateur, voire même un implant pour la vision, parce que vos implants de stimulation, ça consomme, il y a un ordre de grandeur de 1000, un facteur 1000 en termes de niveau de conso, on parle plutôt de microwatts et pas de milliwatts, là je parle de 100 milliwatts. Parce que aussi, on doit transmettre les données de manière sans fil. Et l'un des points importants, c'est que si on transmet les données sans fil avec des débits importants, hein, donc là ici c'est 250 kilobits par seconde, en continu, ça prend énormément en termes de budget conso. C'est ça qui coûte le plus cher, on va dire. Voilà. Justement, par rapport au prix, ça coûte le plus. Juste par curiosité, un implant comme ça, si ça marche, si on veut l'utiliser dans une population un peu plus grande, c'est quoi l'ordre de grandeur de prix? Alors, si on parle par exemple de 4 ans, enfin, je ne sais pas ce qu'il faut inclure dedans, parce que 4 ans d'une équipe qui fait tout le réglementaire, il ne faut peut-être pas rembourser ça. Mais, non. En fait, oui, c'est une bonne question. Là, on aborde le sujet Là, on est sur des essais cliniques de preuve de concept. On a développé une technologie. Je veux dire, on ne parle pas forcément... Le prix, ce que ça a coûté là, n'est pas significatif par rapport à ce que ça va coûter après, à la fin, pour des patients, quand on va dire le système est sur le marché et combien ça va coûter. On est à peu près, hein, quand on voit dans les développements, dans les ordres on est même largement inférieur par rapport à des développements de neurostimulateurs, de pacemakers. Mais notre objectif, c'est que la technologie qui a été développée, c'est une technologie à peu près équivalente en termes de complexité
par rapport à un neurostimulateur ou à un pacemaker. Donc c'est-à-dire que les ordres de grandeur de prix, ça sera à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à être dans ces tranches-là de prix, et c'est ce qu'on regarde en ce moment, puisque l'idée, c'est que cette technologie ne reste pas dans un laboratoire. Au CEA, on fait du transfert industriel. À un moment donné, on va transférer les technologies qui sont développées pour l'amener à des industriels qui, eux, vont pouvoir déployer ces technologies à un plus grand nombre. Et donc, bien entendu, ça, c'est des sujets qu'on regarde. C'est-à-dire, on n'a pas choisi des technos. Déjà, on choisit des technos qui sont fabricables facilement, que ce soit répétable, et que le coût soit compatible avec des coûts habituels dans le domaine des dispositifs implantés. Voilà, donc ça c'est... Je ne peux pas aujourd'hui vous donner de chiffres parce que c'est en cours, c'est des travaux, ça prend du temps, mais cet objectif est important. Voilà. Oui, c'est rien à voir là, c'est plus sur cette image-là. Je me demandais, pour arriver à 100 mètres, qu'est-ce qu'il faudrait pour augmenter encore après? Et une question, c'est est-ce que le retour sensoriel pourrait être une piste? Alors je ne sais pas si le patient il sent, en fait quand il bouge, quand ça bouge, est-ce qu'il sent que ça bouge? Quel est le degré premièrement, et deuxièmement, si on stimule, on renvoie une stimulation, est-ce que tu penses que ça peut être une piste? Alors le patient, lui, d'ailleurs, il a récupéré en retour sensitif. Je ne suis peut-être pas ici, il faudra regarder dans la pub. Il a eu une récupération au niveau sensitif au fil de l'eau, et il a quelques éléments. Il avait quelques retours. Alors, pas sur, je ne peux pas vous dire exactement ce que j'ai plus en tête, mais effectivement, il avait un retour sensitif qui est important parce que je me souviens même qu'au début, il regardait bien ses jambes parce qu'il n'avait pas récupéré au niveau sensitif, et à la fin, il regardait beaucoup moins parce qu'il avait récupéré. Donc ça, c'est un premier point. Effectivement, la question du retour sensitif est très importante même pour faciliter l'apprentissage en BCI. Il y a des gens qui travaillent sur tout ce qui est capteur, retour vibrotactile aux bons endroits pour pouvoir justement favoriser. Parce qu'aujourd'hui, dans le BCI, ce qu'on ne voit pas, c'est souvent la boucle de rétroaction, c'est le fameux retour visuel. Pour beaucoup de patients, nos patients tétra, ils n'ont que le retour visuel, en fait. Donc ça, c'est aussi important d'améliorer ça. Et donc on voit très bien aux États-Unis, il y a des labos comme celui de Jennifer Collinger, Pittsburgh, qui travaillent sur tout ce qui est stimulation du cortex sensorimoteur pour le retour sensitif, et ils montrent que ça améliore considérablement les tâches de préhension. Ça, c'est très important. Donc il y a Slimane Besmaya aussi qui travaillait sur ce sujet-là. Voilà. Donc ça, c'est très important, le retour sensitif. Et pour lui, effectivement, on pense que ça peut être aussi un point important, mais je pense que c'est aussi très dépendant des patients. Et après, vous avez vu, il n'y a qu'un seul point sur la courbe, il a récupéré, mais là, on va continuer à monitorer ça. Il vient moins régulièrement, parce que c'est prévu dans l'essai clinique, mais là, on va refaire des sessions de tests là, dans quelques semaines. Voilà. J'en profite juste en vous apportant le micro. Moi, j'avais une petite question aussi. Vous avez l'air d'avoir beaucoup regardé les jambes, mais on ne marche pas que avec ces jambes. Est-ce que vous avez regardé la réaction au niveau du tronc sur l'équilibre, sur des lésions aussi hautes, notamment C6? On va avoir probablement une atteinte tronculaire associée qui peut beaucoup gêner. Est-ce que vous avez regardé la réaction au niveau du tronc a posteriori de l'implantation? Non, je pense. Alors là, toute la partie, on va dire, locomotion, marche, etc., ça c'est plutôt le travail de l'EPFL. Là, on montre un travail commun. Nous, on est plutôt focusé sur tout ce qui est décodage cérébral, donc ça, on a moins regardé. Peut-être qu'ils ont regardé. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'informations sur ce sujet-là, mais peut-être qu'ils ont regardé, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Moi, j'ai encore deux petites questions. Oui. La première, sur l'alimentation du dispositif. Est-ce que c'est uniquement quand on l'utilise, ou est-ce qu'il faut avoir un chargement régulier, plusieurs heures par jour? Et puis la deuxième, c'est pour revenir sur le prix, pour avoir une idée de l'ordre de grandeur approximatif. Moi, je suis plus dans les thérapies géniques à des 100 000 € l'injection. Est-ce que ça va être dans le genre 1000, 10 000, 100 000? Alors, je réponds à la deuxième, après je réponds à la première. C'est entre un neurostimulateur, c'est entre 10 et 20 000 à peu près. Donc voilà, c'est acceptable. Voilà, c'est ce sorteur de grandeur là qu'on vise. Après, il faut bien penser qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est
entraînement des patients. Une fois que les patients sont implantés, il y a une phase aussi d'entraînement, création de modèles. Donc il y a toute une équipe autour qui vont... Alors l'idée, c'est d'arriver à réduire ce temps-là, donc travailler au niveau des algos, améliorer les choses pour que justement on limite le temps d'entraînement à l'utilisation du système, qui soit le plus optimisé possible. Donc là, il y a tout un travail des services de MPR qui vont derrière pouvoir réaliser tout ça. Et donc ça, il faut bien prendre ça en compte dans le coût de la technologie. Voilà. Et après, pour répondre à la deuxième question, c'est sur l'alimentation. Alors le dispositif, il n'a pas de batterie, donc il n'y a pas de question de recharge. En fait, le patient, quand il veut utiliser le système, on met le casque. Là, on est en train de travailler sur un système avec une casquette, un système électronique assez légère, des électrodes souples, et on met tout ça, et ce sera tout ça masqué dans une petite casquette. Mais quand le patient veut utiliser, il met le système, la casquette ou le casque, et ça permet d'alimenter les implants. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas sur un mode avec une batterie. La casquette, en fait, alors la casquette, on peut très bien avoir une batterie derrière, mais c'est pas... ou ça même la batterie se change, voire même après ça peut être soit on définit, il y a différents modes qui sont prévus avec un petit fil, et comme on peut avoir aussi un décodeur à la ceinture, dans un premier temps, l'idée c'est d'avoir aussi peut-être un fil et la batterie là. Donc ça c'est des questions d'intégration et d'usage qui sont en cours en fait en ce moment tout simplement. Oui, parce qu'en fait, pour la partie téléalimentation, je disais, en fait, l'objectif, c'est que les deux antennes soient le plus alignées possible à une distance la plus courte possible pour améliorer le rendement, en fait, tout simplement. C'est un peu comme quand vous rechargez votre téléphone portable avec le système inductif. Vous avez deux antennes, il faut les mettre sur le deux systèmes, une en face de l'autre, sinon ça marche beaucoup moins bien. C'est le principe de la téléalimentation inductive, où là, on a besoin d'avoir une courte distance. C'est la raison pour laquelle on est obligé de porter un casque. Implant cochléaire, c'est la même chose. C'est un implant cochléaire. On a des petites antennes avec un petit aimant. Donc tout ce qui est système d'implant, souvent, il faut une antenne assez proche. Une antenne lointaine, ça marche très mal. La confidentialité des données et la sécurité. Donc je me demandais, parce que c'est la question qui m'y fait penser, c'est autant pour l'induction, il faut être prêt, mais pour l'émission des données, on les voit à quelle distance en fait? Est-ce qu'on peut pirater Alors là, s'il y a un pirate qui arrive à récupérer nos données de loin, moi je serais vachement intéressé par la techno parce que ça serait pratique. Non, blagues mises à part, là actuellement la liaison de communication ça fait à 402-405 mégas sur cet implant. On est sur un range officiel de 1 à 2 mètres. En pratique, pour avoir des données stables, propres, etc., il faut que les antennes soient vraiment très proches. Donc en fait, tout simplement, comme on est une antenne Téléalim à côté, on a les deux antennes l'une à côté de l'autre. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir... De toute façon, forcément, on est obligé d'avoir une antenne. Donc on en met une ou deux, ça ne change rien. Et c'est pour 500, c'est ça qu'on est parti là-dessus. Après, il y a des approches dans les implants, il y en a pas mal qui utilisent tout ce qui est Bluetooth. Et là, effectivement, on peut avoir un range un peu plus loin. Et effectivement, ça, c'est des problématiques qui peuvent être adressées à terme sur la confidentialité des données, le cryptage, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est aspect cybersécurité. Il y a des normes qui vont bientôt arriver, d'ailleurs, en Europe, sur tout ce qui est cybersécurité. C'est en préparation, les projets. Et donc, ça, c'est des choses qu'on regarde, bien entendu. Ça, c'est très important pour préparer la suite. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce séminaire. Merci pour tous les échanges. C'était quand même très très riche. On voit que ça soulève pas mal d'interrogations et d'idées. Donc merci encore à nos trois intervenants pour toutes ces présentations. Et puis je crois que si vous le souhaitez, il y a de quoi manger un petit peu avant de vous libérer.